Juste après avoir accouché, j'ai envoyé un texto à ma mère, Sylvie. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. S'il te plaît, viens. Elle a répondu, c'est toi qui t'es mise dans ce pétrin, maintenant tu te débrouilles. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message groupé. Salut, on est en retard pour le loyer. Tu peux nous avancer 2000 €? J'ai juste répondu, non. C'est vous qui vous êtes mis dans ce pétrin, à vous de vous en sortir. Et puis, juste après avoir donné naissance, je me suis retrouvée seule d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Pas seule émotionnellement, mais physiquement seule. Personne dans la salle d'attente, personne pour me tenir la main, personne qui appelait pour prendre de mes nouvelles. L'infirmière m'a fait sortir de la maternité en fauteuil roulant, et je n'arrêtais pas de regarder l'entrée, en espérant que peut-être quelqu'un, n'importe qui, apparaîtrait. Rien. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. L'accouchement avait été long, douloureux, et la récupération était pire. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Je tremblais d'épuisement. Ma fille, Léa, pleurait sans arrêt, et j'étais complètement à l'ouest. Je me souviens m'être assise au bord du lit et avoir murmuré son nom encore et encore, comme si ça allait la calmer, ou peut-être faire venir quelqu'un pour m'aider. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma mère. J'ai dit, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. S'il te plaît, viens. J'ai attendu encore. Elle a répondu, c'est toi qui t'es mise dans ce pétrin, maintenant tu te débrouilles. C'est tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Mes mains étaient froides, mais je ne pleurais pas. Je n'avais même plus l'énergie pour ça. Je fixais juste l'écran. Et le truc, c'est que ce n'était pas choquant. Pas vraiment, juste définitif. Comme une porte qui claque. C'était la confirmation de tout ce que j'avais craint quand j'ai découvert que j'étais enceinte et que j'ai décidé de garder le bébé. La vitesse à laquelle l'amour peut devenir conditionnel. Ma sœur, Manon, n'a jamais pris de nouvelles non plus. Le jour même, elle a posté une photo de son brunch sur Instagram. Une seule personne est restée au téléphone avec moi quand j'ai appelé en pleurant au milieu de la nuit. Ma grand-mère, Eliane. Elle habitait en Provence et était trop malade pour voyager, mais elle a décroché à chaque fois. Même quand j'entendais la machine à oxygène en arrière-plan, même quand je l'appelais en sanglotant à 3 heures du matin sans dire un mot pendant les 5 premières minutes, elle restait en ligne. 3 semaines plus tard, j'essayais toujours de m'en sortir. Le manque de sommeil avait transformé les jours en un brouillard continu. J'avais un planning épinglé sur le frigo que je n'arrivais même pas à suivre. Je saignais, j'avais des fuites de lait, j'avais mal partout, et pourtant, je parvenais à me lever toutes les 2 heures. C'est là que j'ai reçu le message groupé. Il venait de ma mère, Sylvie, mais elle avait ajouté mon père, Marc, et ma sœur Manon dans la conversation. Il disait, « Salut, on est en retard pour le loyer. Tu peux nous avancer 2000 €? » Comme si de rien n'était. Comme si nous étions une petite famille heureuse et que j'étais la personne vers qui ils pouvaient se tourner en cas de besoin. Pas la même personne qu'ils avaient laissée complètement seule pendant l'épreuve la plus difficile de sa vie. J'ai fixé ce message, tout comme j'avais fixé le précédent. Puis j'ai tapé, non. C'est vous qui vous êtes mis dans ce pétrin, à vous de vous en sortir. Et j'ai appuyé sur envoyer. 10 secondes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Je n'ai pas répondu. Mais ce n'était que le début. Je n'ai pas répondu au reste du message groupé, j'ai juste envoyé cette seule phrase. C'est vous qui vous êtes mis dans ce pétrin, à vous de vous en sortir. Et j'en suis restée là. Pendant 2 jours, ils ont bombardé mon téléphone d'appels et de messages. D'abord, c'était ma mère qui appelait encore et encore. Puis les textos ont commencé à arriver. Des messages pour me faire culpabiliser. Elle en a envoyé un qui disait, « Nous resterons tes parents quoi qu'il arrive. Dans une famille, on s'entraide. » Je n'ai même pas ouvert les autres. Puis ma sœur s'est jointe à la conversation avec un long paragraphe, on aurait dit qu'elle me faisait un grand discours sur le pardon. Elle disait que j'étais mesquine et immature et que j'étais clairement encore sous le coup des hormones.
Elle a même essayé de dire que j'utilisais le bébé comme une arme en refusant de les laisser revenir dans ma vie. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Aucun d'entre eux ne m'a demandé comment j'allais. Pas une seule fois. Pas de « comment tu tiens le coup ?» Pas de « comment va le bébé ?» Rien. Ils sont passés directement à la demande d'argent, comme si j'étais un distributeur de billets ambulants sans aucune mémoire. Je n'ai pas répondu à ma sœur non plus. Un autre jour a passé et un appel d'un numéro masqué est arrivé. J'ai répondu par réflexe. Je pensais que c'était peut-être un médecin ou ma grand-mère qui appelait depuis une ligne de l'hôpital. C'était mon père. Au début, il était détendu, presque chaleureux. Il m'a demandé comment j'allais, comment le bébé dormait. Ça m'a déstabilisé une seconde. Je me suis demandé s'il allait peut-être s'excuser. Puis la vraie raison de son appel est arrivée. Il a commencé à parler de leur situation financière tendue. Il a dit qu'ils étaient dans une mauvaise passe, qu'ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour s'en sortir. Il n'a même pas demandé cette fois, il a juste supposé que je comprendrais, que je céderais. Il parlait comme si c'était un service que je leur devais. Je lui ai dit que je ne leur devais rien, que j'avais demandé de l'aide 3 semaines plus tôt quand je saignais, épuisée et complètement seule, et qu'ils avaient décidé que je n'en valais pas la peine. J'ai dit qu'ils avaient fait leur choix. Il a changé de ton rapidement, me disant que je faisais du cinéma. Que j'étais juste amère et que je n'avais aucune idée de la difficulté de leur situation actuelle. J'ai raccroché. Je tremblais, non pas à cause de ce qu'il avait dit, mais parce que tout cela me semblait si familier, comme si rien n'avait changé. Ils pensaient toujours que tout tournait autour d'eux. Ils pensaient toujours qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, et que j'allais juste l'accepter. Cette nuit-là, j'ai tenu ma fille dans le noir et j'ai réfléchi à la manière dont j'allais la protéger de gens comme ça, même si ces gens étaient ma propre famille. Le lendemain matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Mais ce n'était pas eux cette fois. C'était ma grand-mère. Elle m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit la vérité. J'étais fatiguée, dépassée, en colère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a écouté tout le temps, sans m'interrompre une seule fois. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Donne-moi 2 jours. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. 2 jours plus tard, elle s'est présentée à ma porte. C'était en milieu d'après-midi, cette étrange fenêtre de calme où le bébé dormait enfin et où j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit d'utile. J'étais assise par terre, le dos contre le canapé, le regard dans le vide, quand on a frappé à la porte. J'ai failli l'ignorer. Je n'attendais personne. Je n'avais pas donné ma nouvelle adresse à mes parents, et je n'avais pas d'amis qui passaient à l'improviste. J'ai attendu, retenant mon souffle, puis on a frappé de nouveau. Plus lentement, plus fermement. J'ai regardé par le Judas, et mon cerveau a mis une seconde à réagir. C'était ma grand-mère. Eliane. Elle était là, avec une petite valise, un grand sac en toile sur l'épaule, et une girafe en peluche un peu ridicule coincée sous son bras, comme si elle l'avait attrapée à la dernière minute. Elle avait l'air plus mince que la dernière fois que je l'avais vue, un peu pâle, mais son regard était vif, déterminé. J'ai ouvert la porte et je suis restée là, à la dévisager. Elle a prononcé mon nom et a avancé comme si c'était la chose la plus normale au monde. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, et elle m'a rappelé notre conversation au téléphone, celle où elle m'avait dit de lui donner 2 jours. Elle est entrée, a posé sa valise, et a balayé l'appartement du regard, le linge qui s'entassait sur une chaise, le sac de maternité à moitié défait, le couffin coincé à côté du canapé faute de place ailleurs. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle a juste dit, « Tu ne devrais pas traverser ça toute seule. » Puis elle m'a dit de faire une valise. J'ai ri, parce que je pensais qu'elle parlait pour elle. Ce n'était pas le cas. Elle a dit que nous ne resterions pas ici. Pas sur le long terme. Plus maintenant. Elle a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur la table. À l'intérieur, il y avait un billet de train. Un aller simple, à son nom, sans date de retour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle n'était pas en visite. Elle était venue pour rester.
Elle a avoué m'avoir menti quand elle disait ne pas pouvoir voyager. Pas parce qu'elle n'était pas malade, elle l'était, mais parce qu'elle avait besoin de temps pour mettre des choses en place, des démarches juridiques, financières, des choses qu'elle ne voulait pas expliquer au téléphone. Puis elle a rouvert sa valise et en a sorti une petite boîte en métal, le genre de coffret où l'on garde les documents importants. Elle l'a posée entre nous et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des clés, plusieurs trousseaux. Je lui ai demandé à quoi elles servaient. Elle m'a répondu que c'étaient les clés de la maison où vivaient mes parents. Ou plutôt, où ils avaient vécu. Elle m'a expliqué que la maison n'avait en fait jamais été la leur. Des années auparavant, après que mon père eut pris des décisions financières dans lesquelles elle n'avait pas confiance, elle avait gardé la propriété à son nom. Elle les laissait y vivre. Elle les laissait prétendre que c'était à eux. Elle a dit qu'elle avait déjà contacté un huissier. Le préavis d'expulsion avait été signifié. 30 jours. Pendant que mes parents me réclamaient de l'argent, elle était en train, en silence, de leur retirer le sol sous les pieds. Elle m'a dit que cette maison devait rester dans la famille, et que si quelqu'un devait y vivre maintenant, ce serait moi et ma fille. Elle a dit ça comme si c'était réglé. Sans débat, sans hésitation. J'avais la tête qui tournait. Je mesurais ma vie en couches et en nuits blanches, essayant juste de survivre à chaque journée. Je ne m'étais même pas autorisée à penser à la stabilité, à la sécurité, ou à une aide qui ne viendrait pas avec des conditions. Avant même que je puisse digérer l'information, elle m'a tendu un autre sac. À l'intérieur, il y avait des vêtements pour bébé, des couvertures, et des cartes cadeaux glissées dans les poches. Assez pour respirer à nouveau, assez pour arrêter de paniquer à chaque fois que j'ouvrais l'application de ma banque. Elle m'a dit que nous prenions un nouveau départ, et que je ne devais l'accès à ma vie à personne sous prétexte que nous partagions le même ADN. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie sur le canapé, je suis restée éveillée, tenant ma fille dans mes bras, et je me suis enfin autorisée à croire que quelqu'un m'avait choisi. Je ne savais juste pas à quel point ce choix allait mettre mes parents en colère, car quelques jours plus tard, ils ont débarqué sans prévenir. La maison avait enfin commencé à ressembler à la nôtre. J'avais déballé la plupart des affaires de Léa, aménagé un petit coin dans ce qui était autrefois leur chambre d'amis, et je commençais à croire que je pouvais réellement vivre comme ça. Pas seulement survivre, mais respirer, manger assise, prendre une douche sans m'inquiéter que quelqu'un ait besoin de moi en plein milieu du rinçage. C'était encore le chaos, mais c'était notre chaos maintenant. Puis la sonnette a retenti. C'était en milieu de matinée, et ma grand-mère et moi étions toutes les deux dans la cuisine. Je venais de finir de nourrir le bébé et je la tenais d'un bras, versant des céréales de l'autre quand nous avons entendu le carillon. Je n'ai même pas eu besoin de regarder. Je savais. Pourtant, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil. Ils étaient là. Mes parents, debout sur le perron comme si de rien n'était. Comme s'ils ne m'avaient pas abandonné. Comme s'ils ne venaient pas de se faire expulser. Ma mère tenait des papiers. Mon père portait des lunettes de soleil alors que le ciel était nuageux. La façon dont il se tenait là, avec un air de supériorité totale, m'a retourné l'estomac. Je n'ai pas bougé pour ouvrir la porte, mais ma grand-mère, si. Elle ne m'a rien demandé. Elle s'est juste approchée, l'a ouverte en grand et s'est appuyée contre le cadre. Mes parents n'ont même pas attendu une invitation. Ma mère s'est lancée directement, brandissant les papiers comme si elle venait recouvrer une dette. Elle a dit, on a encore des affaires à l'intérieur. Des documents importants, des formulaires d'impôts, des dossiers médicaux. Mon père a ajouté, et il faut qu'on parle. Toute cette situation est ridicule. C'est nous qui avons construit cette maison. On a payé pour les rénovations. Tu ne peux pas nous la prendre comme ça. Ma grand-mère n'a pas répondu tout de suite. Elle les a laissés s'empêtrer dans leurs propres mensonges. Puis elle a dit, je vous ai laissé vous mentir à vous-même pendant des années, mais c'est terminé. Elle leur a dit qu'elle avait examiné chaque relevé, chaque chèque, chaque reçu. Les rénovations qu'il prétendait avoir payées, c'est elle qui les avait financées discrètement parce qu'il lui avait demandé de l'aide à l'époque. Cette aide s'était transformée en une prise en charge totale de leur vie, de leur crédit immobilier, de leur assurance auto,
et même des 2 dernières années de taxes foncières. Elle a dit qu'ils n'avaient aucune idée de tout ce qu'elle avait fait pour eux. Mais la vraie surprise est venue quand elle s'est tournée vers mon père et a dit « Et je suis au courant pour le compte épargne ». Son visage a changé instantanément. Elle a poursuivi, celui avec 52 000 € dessus. Celui que tu alimentes depuis des années tout en racontant à tout le monde que vous êtes sur la paille. Ma mère a tenté de nier, mais ma grand-mère n'était pas d'humeur. Elle a sorti un dossier de son sac. Des relevés bancaires, des documents juridiques, tout ce dont elle avait besoin. Elle était déjà allée voir son notaire, tout était authentifié. Elle avait la preuve qu'ils avaient eu l'argent tout ce temps, et qu'ils avaient refusé de dépenser un seul centime pour m'aider. Je suis restée là, tenant ma fille, à regarder mes parents chercher des excuses. Ils ont dit des choses comme « on économisait pour notre retraite » et « on ne pouvait pas tout donner comme ça » et « ce n'était pas personnel ». Mais ça l'était. Ça l'avait toujours été. Ma grand-mère les a coupés, leur disant qu'ils avaient 10 jours pour récupérer leurs affaires dans un garde-meuble et ne plus jamais revenir. Elle les a avertis clairement que s'ils mettaient à nouveau les pieds sur la propriété, elle demanderait une ordonnance d'éloignement. Et puis, sans la moindre hésitation, elle a dit « et ne pensez même pas à toucher à ce compte. Je l'ai déjà vidé. Jusqu'au dernier centime. Il n'y a plus rien. » Ma mère avait l'air sur le point de hurler, mais mon père l'a arrêté. Il s'est contenté de fixer le sol. Ils sont partis sans un mot de plus. Ce soir-là, pendant que ma grand-mère sirotait son thé sur la terrasse comme si de rien n'était, j'ai tenu le bébé et j'ai regardé le document qu'elle m'avait donné. L'acte de donation de la maison. D'ici 2 semaines, la maison serait à moi. La seule chose que je ne comprenais pas, c'était ce qu'elle voulait dire quand elle avait affirmé avoir vidé le compte. Je pensais qu'elle bluffait. Qu'elle voulait juste leur faire peur. Mais une semaine plus tard, j'ai découvert la vérité, et elle était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Une semaine a passé. C'était calme. Trop calme. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose, qu'on frappe à la porte, un texto, une sorte d'explosion. Mais il n'y a eu aucun signe de mes parents, ni même de ma sœur. C'était étrange, comme le calme après une catastrophe, quand on ne sait pas si c'est vraiment terminé. Ma grand-mère, pendant ce temps, agissait comme si tout cela faisait partie d'un plan longuement anticipé. Elle passait ses matinées à plier le linge en fredonnant et à réorganiser les tiroirs. Le soir, elle préparait du thé et lisait sur la terrasse, complètement imperturbable, comme si expulser ses propres enfants et démanteler leurs finances était une journée comme les autres. Puis, un matin, elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Sans explication, elle a juste dit « Jette un œil quand tu auras un moment ». À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires. Au début, je ne comprenais pas ce que je regardais. Le nom sur le compte m'était familier. C'était leur compte joint, comme elle l'avait dit. J'ai feuilleté les pages. Des dizaines de transactions, de dépôts, de soldes. Puis j'ai vu le virement. Exactement 52 163 €. Disparu. Je l'ai regardé. Elle a dit, ils se sont servis de toi pour financer leur style de vie pendant plus de 10 ans. Je me suis dit qu'il était temps qu'ils te remboursent enfin. Je lui ai demandé où était passé l'argent. Elle a souri et a dit, là où il aurait dû aller depuis le début. Elle l'avait déplacé vers une assurance vie à mon nom, pas directement sur mon compte courant, car elle savait que s'ils essayaient un jour de le récupérer légalement, ce serait plus difficile à toucher. C'était protégé. Pour les urgences, pour le bébé, pour la stabilité. Pas pour dépenser sans compter, mais pour respirer. Je ne savais pas quoi dire. Pendant si longtemps, j'avais vécu en mode survie. Comptant les couches, sautant des repas, calculant quelle facture pouvait être repoussée d'une semaine. Et maintenant, je n'étais pas riche, loin de là, mais je n'étais plus en train de me noyer. Puis est venu le vrai retournement de situation. Elle m'a montré un document qu'elle avait fait rédiger 2 ans plus tôt, avant même que je sois enceinte. Un avenant à son testament, me nommant comme son héritière principale. J'étais stupéfaite. Elle a dit qu'elle avait préparé ça discrètement depuis qu'elle avait vu la direction que prenaient les choses avec mes parents.
Elle a dit qu'elle ne voulait pas que des gens qui ne se souvenaient d'elle que lorsqu'ils avaient besoin d'argent héritent de quoi que ce soit. J'étais sans voix. Elle m'a dit, tu n'étais pas une erreur. Tu n'étais pas un fardeau. Tu étais juste un inconvénient pour des gens qui ne te méritaient pas. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris toute l'histoire. Mes parents avaient eu l'argent tout ce temps. Ils ne m'avaient pas aidé non pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils ne le voulaient pas, parce qu'ils ne considéraient pas que je valais la peine d'être aidé. Non, ils n'étaient pas fauchés, ils étaient amers et à court d'options. Ils pensaient pouvoir se servir de moi. Au lieu de cela, ils ont tout perdu. Et c'est ma grand-mère qui s'en était assurée. Mais il restait une dernière pièce du puzzle. Quelque chose que je n'avais pas vu venir, car quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre est venu frapper. Et cette fois, ce n'étaient pas mes parents. C'était un de ces matins gris où tout semblait assourdi. La pluie glissait sur les fenêtres. Le bébé somnolait après une longue nuit. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je commençais à ressentir ce que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le calme. Pas parce que tout était parfait, mais parce que le chaos était enfin à l'extérieur de ces murs. Puis on a frappé. Juste une fois, pas fort, pas désespéré. Un coup prudent. Je me suis levée et j'ai regardé par le Judas. C'était ma sœur, Manon. Elle était là, sous un sweat à capuche, sans parapluie, trempée par la pluie. Elle avait un petit sac en bandoulière et ce même air qu'elle prenait quand elle avait fait une bêtise mais voulait faire comme si de rien n'était. Sauf que cette fois, elle n'avait pas l'air sur la défensive, juste épuisée. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai rien dit. Elle a regardé par-dessus mon épaule une seconde, peut-être pour voir si ma grand-mère allait aussi venir à la porte, puis elle a baissé les yeux comme si elle n'était pas sûre de devoir parler. Elle a dit, « Je sais que tu n'as pas envie de me voir. » Je ne voudrais pas non plus. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, disant qu'elle avait tout entendu, non pas de la part de maman ou papa, car ils étaient trop occupés à raconter leur propre version des faits, mais de quelqu'un chez qui ils avaient logé temporairement. Une de ses amies qui avait vu toute l'affaire se dénouer et n'avait pas pris la peine de garder le secret. C'est comme ça qu'elle avait appris pour l'argent, l'expulsion, l'assurance vie que grand-mère avait mise en place, tout. Elle a dit, « Je ne savais pas. Vraiment pas. Je pensais que tu compliquais les choses. Je pensais que tu aimais faire des histoires. » Celle-là a fait mal. Pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que c'est exactement ce qu'ils avaient tous cru. Que demander de l'aide, que lutter seule dans la maternité, que craquer et supplier que quelqu'un se soucie de moi, c'était juste moi qui étais difficile. Elle m'a dit qu'ils avaient quitté la ville, pas ensemble, séparément. Apparemment, mon père s'était disputé avec ma mère après avoir découvert qu'elle avait essayé de lui cacher des bijoux. Des bijoux que ma grand-mère avait déjà vendus des années auparavant pour les sortir d'un désastre financier dont il n'avait jamais parlé à personne. Ma mère était partie chez une cousine éloignée dans le sud. Mon père squattait le canapé d'un ancien collègue. Ma sœur était restée. Elle a dit qu'elle voulait être meilleure. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue. Elle a hésité, puis a dit, « Je crois que j'avais besoin de voir par moi-même que tu allais bien. Parce qu'il parle encore de toi comme si tu étais un problème. Et j'avais besoin de savoir que ce n'était pas vrai. » Je ne savais pas quoi répondre à ça. Une partie de moi voulait la laisser entrer. La laisser prendre le bébé, s'asseoir et parler de tout comme des sœurs devraient le faire. Mais une plus grande partie de moi, celle qui se souvenait de chaque message qu'elle n'avait pas envoyé, de chaque moment où elle avait choisi le silence, a gardé la porte où elle était. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit. Elle a demandé si elle pouvait voir le bébé, juste une fois. Je lui ai répondu, peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Grand-mère nous a sauvés toutes les deux. Tu l'as juste remarqué la première. Elle s'est retournée et a redescendu l'allée sous la pluie. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé le pardon. Elle est juste partie. Ce soir-là, j'étais assise avec ma grand-mère dans le salon pendant que le bébé dormait sur sa poitrine. Je lui ai raconté ce qui s'était passé,
mot pour mot. Elle n'a pas souri ni dit « je te l'avais bien dit ». Elle a juste hoché la tête et regardé par la fenêtre. Puis elle a dit « maintenant, tu vois ce que je vois depuis longtemps. Et maintenant, c'est à ton tour de protéger ce qui compte. » J'ai regardé autour de moi dans la pièce. Des jouets éparpillés, des vêtements de bébé pliés, une casserole sur la cuisinière. Ce n'était pas glamour, mais c'était réel. C'était sûr. C'était à nous. Finalement, mes parents ont tout perdu parce qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait vraiment l'amour. Ils ont utilisé les gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand les conséquences sont arrivées, ils ont blâmé tout le monde sauf eux-mêmes. Mais moi, j'ai gagné une maison, un avenir, et une promesse que je faisais tranquillement à ma fille chaque soir en la tenant dans mes bras, elle n'aurait jamais à mendier le genre d'amour qu'elle méritait. Pas de ma part.